SMA TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Nous sommes chez Uniprix en compagnie de Daniel Lachance. On va parler santé. Bonjour. Bonjour. On va parler hypertension aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que c'est l'hypertension? C'est un problème extrêmement courant chez une très grande partie de la population, tout dépendant de l'âge. Il y en a qui, à cause de facteurs génétiques très forts, vont faire de l'hypertension en jeune âge, malheureusement. Puis après ça, bien évidemment, l'âge étant un facteur de risque pour l'hypertension, plus on avance, puis plus il y a une part importante de la population qui va avoir de l'hypertension. Puis les gens souvent ne le savent pas, ils vont le savoir quand ils vont aller chez le médecin, des fois pour une raison X, autre, puis là, oh, votre pression est haute, monsieur ou madame. C'est souvent comme ça qu'on l'apprend, parce que c'est pour ça qu'on l'appelle, je n'aime pas le mot tueur silencieux, ça fait peur, là, mais tu sais, parce qu'aujourd'hui, c'est rare qu'on va se rendre à un âge très avancé puis qu'on n'aura pas détecté l'hypertension, parce qu'on consulte quand même plus, mettons qu'à une certaine époque où les gens, des fois, ils allaient voir le médecin la première fois à 65 ans parce qu'il y avait un bobo, puis là, on se rendait compte qu'il y avait de la pression. Tu sais, aujourd'hui, les soins sont quand même plus accessibles et ils sont plus développés aussi. Puis les gens sont plus au courant aussi de ce genre de problèmes possibles-là. Il y a des appareils un peu partout puis aussi qui nous permettent de en pharmacie, notamment, les gens viennent, ils attendent, on va prendre notre pression, on pèse sur le bouton, puis là, oups, c'est haut, viennent nous voir. Fait que des fois, on peut dans poigner au vol comme ça, là, qu'on se rend compte qu'ils ont probablement de l'hypertension. Ceci dit, on ne donne pas souvent, à moins d'une pression très, très élevée, on ne donne pas un diagnostic d'hypertension avec une mesure haute, ce qui peut arriver isolé. Là. Souvent qu'on a un doute, on va référer, puis les gens vont avoir un appareil à la maison pour mesurer sur 24 heures, puis là, ça nous donne une meilleure idée, ou la prise à la maison sur une semaine. Mais bref. La tension artérielle, en fait, il y a souvent, les gens, il y a deux chiffres. Souvent, quand on prend notre pression, il apparaît trois chiffres. Donc, le chiffre le plus élevé, qui est la tension systolique. Donc, c'est la tension quand le cœur est en train de pomper. Donc, c'est quand le cœur va pomper jusqu'à une pression qui atteint ce chiffre-là. Ensuite, le deuxième chiffre le plus bas, la tension diastolique, c'est quand le cœur est au repos. Donc, ça, c'est la pression que le cœur doit atteindre pour que le sang commence à sortir. Donc, c'est la pression qu'exercent les vaisseaux sanguins sur le cœur. Donc, pour que la valve ouvre, dans le fond, il faut que le cœur, mettons, si c'est 85, il faut qu'il atteigne 85 mm de mercure, puis là, le sang commence à sortir. Donc, c'est la différence entre les deux. Le dernier chiffre, souvent, c'est le pouls, c'est la fréquence cardiaque. Donc qui est à une moyenne de 60-70 chez l'homme, 70-80 chez la femme au repos, mais ça peut varier beaucoup, dépendant. C'est sûr que si on arrive à la course à la pharmacie, qu'on s'assoit, puis qu'on prend puis que notre pouls est à 100, là, on ne capote pas. Là, ça prend un certain temps avant de redescendre. 2 minutes, puis on le refait. D'ailleurs, quand vous venez à la pharmacie, si vous prenez votre tension, on s'assoit normalement une bonne dizaine de minutes avant de la prendre. Ça évite des fois des fausses frousses là, de quelqu'un qui arrive à la course, qui la prend, puis là, qu'il pense qu'il est hyper tendu, mais dans le fond, c'est juste parce que ça fait une demi-heure qu'il fait des commissions à grande course, puis là, sa pression est normalement élevée. Fait qu'il faut faire attention. Donc, souvent, on a la pression normale, entre guillemets, de 120 sur 80, qui est comme le gold standard, vraiment la pression parfaite, là, usuelle, avec un pouls comme genre 60-70 chez l'homme, 70-80 chez la femme. Mais ça, c'est un chiffre. C'est comme la normale, entre guillemets, mais c'est pas parce qu'on est un peu en haut ou un peu en bas. Il y a des gens qui vont fonctionner avec une pression. Des fois, ils viennent me voir, ils ont une pression à 105 sur 60, puis là, ils sont apeurés, blêmes. Je fais de la basse pression. Est-ce que vous sentez bien? Oui. Vous soufflez? Êtes-vous affaissé, fatigué? Non, je vais très bien. Bon, vous ne faites pas de la basse pression, vous fonctionnez avec une pression comme ça. Basse pression, il faut être symptomatique. Fait que le chiffre n'est pas si important. En haut, mais en fait, ça devient plus grave, pas nécessairement à court terme. Quelqu'un qui a une pression à 160 sur 95, oui, c'est une pression qui est élevée, mais il ne fera pas un AVC demain matin pour ça. C'est des conséquences à long terme. Donc, c'est pour ça, des fois, il y a quelqu'un qui prend sa pression, je suis à 160, on essaie de dramatiser. Là, oui, c'est élevé, mais ça demande un suivi, mais on ne panique pas. Ce n'est pas une pression dangereuse au day-to-day. C'est une pression qui va être dangereuse à long terme. Sur quelqu'un qui m'arrive et qui a une pression de 220, là, on l'en va consulter immédiatement. Parce que là, il y a un risque que les petits vaisseaux sanguins, et quand il éclate à quelque part. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut relativiser. L'hypertension est un problème de santé chronique et non pas nécessairement aigu. Donc, elle peut être élevée un peu à court terme sans avoir de conséquences néfastes. Mais à la longue,
Si on laisse de l'hypertension toujours à 160, 170, quelqu'un n'a pas de symptômes, donc lui, il n'est pas malade. Puis effectivement, ce n'est pas une maladie, c'est un problème qui amène des conséquences, ça peut rendre malade. C'est ça, c'est qu'à la longue, le cœur, lui, s'il faut qu'il force tout le temps plus sur cette pression-là, peut s'affaisser, on peut développer ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. Les petits vaisseaux sanguins ils souffrent de cette pression-là, donc il peut y avoir des petits AVC, des hémorragiques. Parce que les petits vaisseaux sanguins, eux autres, ils se font étirer la sauce par la pression. Même chose au niveau des reins, souvent une partie qu'on oublie, mais les reins sont un filtre sanguin. Et puis les néphrons, c'est fragile. Donc, toutes les augmentations de pression à la longue vont tuer des néphrons, puis on peut développer de l'insuffisance rénale. Donc, nos filtres sanguins vont perdre de l'efficacité de façon prématurée. C'est les grandes conséquences néfastes de l'hypertension. Habituellement, souvent, on va associer l'hypertension à des gens plus âgés, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que des gens de tous âges peuvent faire de l'hypertension? Les gens de tout âge peuvent faire de l'hypertension, mais un des grands facteurs de risque est l'âge. L'autre facteur étant la génétique, ceux en fait qu'on ne contrôle pas. Ça, c'est des facteurs qu'on ne contrôle pas. Mais en majorité, les gens plus âgés ont plus de risques de faire de l'hypertension. Ça, c'est vrai. Mais il y a des gens qui ont de l'hypertension familiale là, très forte, puis qu'à 35 ans vont être hypertendus. Mais c'est pas la majorité. C'est plus rare. Mais on en a. Donc, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, dans un sens, effectivement. Aussi, il y a les facteurs qu'on contrôle. Après ça, c'est pas parce qu'on a des facteurs génétiques puis qu'on est âgé qu'on dit, bon, là, je peux rien faire, là, tout ce que je fais, ça ne donne rien. Ça, c'est pas vrai. La cigarette fait monter la pression. Le café en grande quantité, un ou deux cafés par jour, 2, 3, là, c'est correct. Là. Mais quelqu'un qui se farcit 6 Tim Hortons, je fais pas de publicité, là, ça peut être 6 McDo aussi. 6, peu importe. Là. ça peut bien souvent, c'est parce que les formats sont très grands, plus que dans les petits cafés là, où les portions sont plus raisonnables. Mais il y a des gens qui prennent des traits. Les boissons gazeuses, des boissons énergétiques qui sont très concentrés en caféine. Donc, tout ce qui contient des grandes quantités de caféine en grande quantité, ça peut devenir néfaste, évidemment, au niveau de l'hypertension. Le sel. Et souvent, les gens me disent tout le temps « Ah, mais j'en rajoute pas de sel. » Mais c'est pas nécessairement le sel qu'on rajoute, c'est les préparations déjà faites, donc les préparations commerciales qui sont hyper salées. Un V8 original, c'est pas santé. C'est vraiment très salé. Souvent les soupes achetées. Mais maintenant, il y a beaucoup de formulations qui sont marquées sans sel ajouté ou en réduit en sodium. On peut regarder sur l'étiquette la quantité de sodium. Là, on le voit là. Est-ce que pour un humain, la quantité de sodium maximale dans une journée, c'est environ combien? Recommandé, il faudrait que je regarde, là, mais il me semble que c'est autour de 2000 mg de sodium, là, mais selon Santé Canada. Ça assez facilement avec le genre de produit dont vous parlez. Exact. Des fois, on le dépasse avec une soupe de tonne. Oui, c'est très salé. Puis ça, même chose, pas à court terme que c'est dangereux, mais c'était à long terme. Donc, cet effet-là du sel. Là, puis j'aurais dû vérifier pour le nombre de milligrammes. Mais bref, c'est pas une si grosse quantité par rapport à ce qui est disponible dans le marché, dans les produits déjà faits. Donc, c'est vraiment des préparations commerciales, ce qui est les sauces, tout ce qui est déjà salé à la base et pas le sel qu'on rajoute qui est le problème. Même justement, on est mieux des fois de prendre un bouillon de poulet sans sel quand on fait notre soupe, mettons, puis de nous-mêmes rajouter le sel dans une quantité qu'on va être capable de savoir ce qu'on a rajouté dedans. C'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment pas le sel qu'on rajoute. Donc ça a un gros impact. Probablement, au niveau alimentaire, ce qui a le plus d'impact, c'est notre apport en sodium. Donc, quelqu'un en partant là, qui est hypertendu, ce que je vérifie, là, quand la médication, je vérifie un peu sa consommation de sel. Puis souvent, là, par des petits choix qui sont pas si compliqués, on réussit à diminuer beaucoup l'apport en sodium. Puis des fois même, on réussit à diminuer la dose des médicaments quand même passablement. Là. Fait que, ça, c'est une partie sur laquelle on peut travailler. La sédentarité. Donc, l'exercice physique a un effet positif sur la tension artérielle. Puis je pense que la sédentarité, que ce soit pour le diabète, pour l'hypertension, pour les problèmes cardiaques, c'est le fléau de notre temps. Donc, bouger, puis trouver quelque chose qu'on aime pour bouger. Les gens, des fois, s'entêtent, là, ils sont super motivés quand ils sortent de chez le médecin, ils s'inscrivent au gym, mais ils haïssent ça, aller au gym. Mon plus grand combat, là, c'est que des fois, je vois des gens s'entêter à faire de quoi qu'ils n'aiment pas pour bouger.
Trouvez juste une activité que vous aimez, puis ça va être naturel. C'est pas obligé d'être un haut niveau, là. C'est pas bouger, aller faire du jogging ou. On n'est pas obligé de faire un marathon pour être en forme. On n'est pas obligé de faire un marathon. On dit une demi-heure bouger par jour, juste faire bouger la patate un peu, qu'on sente qu'on est essoufflé un peu. Là. Marcher avec un bon rythme, oui, quelque chose comme ça. Oui. Exactement. Donc, c'est trouver quelque chose qu'on aime. Natation, marcher, aller dans le bois. Faites ce que vous voulez, mais c'est de trouver quelque chose que vous aimez, parce que sinon, ça ne tiendra pas dans le temps. Le but, c'est de développer des habitudes. C'est une petite parenthèse sur l'activité physique. Puis, évidemment, l'obésité abdominale, dans le fond, principalement, là, qui est un fléau plus chez les hommes. Il y a des femmes, mais les hommes, quand ils ont un surpoids, souvent c'est abdominal, c'est du gras interne, donc les bedaines dures, c'est pas l'idéal. C'est ça. Fait que ces facteurs-là, on peut travailler là-dessus. Puis il y en a qu'on ne contrôle pas. Fait qu'évidemment, une fois qu'on a un diagnostic d'hypertension, souvent il vient avec un traitement. Fait que des antihypertenseurs. La beauté maintenant, c'est qu'on a des dizaines de molécules différentes, de plusieurs familles différentes. On n'est plus poigné avec un médicament qu'on dit « Ah ben là, si ça ne marche pas, vous avez des effets secondaires, bien endurez-les, c'est de même. » Aujourd'hui, on a un choix très grand. Et puis, puis des molécules qui sont beaucoup plus spécifiques. On peut prendre une médication pour l'hypertension sans s'en rendre compte au day-to-day. Fait qu'il faut pas avoir une crainte. On a vraiment beaucoup de choix de médicaments. Puis maintenant, pour beaucoup la stratégie, des fois les gens ils se disent « Ah, je prends 2 médicaments, ma pression, ça doit être parce que c'est grave. » Non, pas nécessairement. La stratégie en hypertension, c'est d'utiliser souvent plusieurs médicaments petite dose. Ils ont un effet synergique ensemble. Puis, il y a moins d'effets secondaires. Parce que souvent, on atteint l'effet secondaire des médicaments en augmentant les doses. Donc, c'est pour ça que souvent, on va voir des combinés de médicaments en hypertension à petite dose. Donc, c'est plus efficace comme ça. Donc, ce n'est pas nécessairement un symptôme de gravité. C'est souvent plus efficace comme ça. Et puis, l'hypertension maintenant, c'est quelque chose qu'on peut suivre beaucoup en pharmacie. Fait qu'on peut ajuster les doses rapidement puis atteindre les cibles rapidement. Maintenant, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, souvent, les gens, pas hésiter. Vous avez un traitement pour l'hypertension. Vous remarquez qu'en prenant vos pressions, ne sont pas nécessairement optimales. Vous n'êtes pas dans les cibles que le médecin vous avait parlé. Appelez-nous. On peut prendre un rendez-vous. J'ai notre infirmière Nathalie qui peut regarder vos données, calculer, vous donner une feuille, calculer vos moyennes à la maison. Puis, si on se rend compte qu'il y a un ajustement à faire puis qu'on peut le faire, vous avez un traitement puis les doses ne sont pas aux doses maximales, on peut les ajuster pour atteindre les cibles de votre traitement. On envoie l'ajustement à votre médecin. C'est ça, puis on peut faire des recommandations au médecin si on voit, sans que vous ayez nécessairement à le voir, là, si on pense qu'il y a un ajustement qui est dû pour vous. C'est parfait. Merci beaucoup, Daniel Lachance. Merci. Alors, on se retrouve dans 2 semaines. Merci.